Laisse-moi te dire quelque chose que personne dans ton entourage ne te dira jamais. Pas ton associé, pas tes salariés et encore moins ta famille. Parce qu'en fait, soit ils te ménagent ou soit ils ont peur de te perdre. Ou soit encore, ils ne savent pas tout simplement comment te le dire. La vérité, c'est que dans beaucoup de boîtes qui stagnent, qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à passer le cap, eh bien le problème numéro 1, c'est le patron. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parce que quelque chose en toi, c'est déjà que j'ai peut-être raison. Avant qu'on continue, je veux être clair sur une chose. Cette vidéo, elle n'est pas là pour te faire du mal, elle n'est ni là pour te juger. Elle est là parce que personne ne te rend service en te disant que tout va bien quand en fait tout va mal. Les meilleurs dirigeants que j'ai rencontrés, ce sont ceux qui ont vraiment grandi, qui ont vraiment construit quelque chose, ont tous eu un moment où quelqu'un leur a dit une vérité inconfortable. Et ce moment-là a tout changé pour eux. Et peut-être que ce moment-là est venu pour toi. L'ego du dirigeant, c'est pas l'arrogance, c'est pas quelqu'un qui se croit supérieur aux autres ou qui méprise son équipe. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup plus silencieux, c'est cette conviction profonde installée depuis des années même et souvent depuis l'enfance. C'est de se dire, en fait, moi je peux gérer ça tout seul, j'ai toujours géré ça et je vais trouver un moyen, une solution pour y arriver. Au fond, c'est pas quelque chose de mauvais car c'est cette conviction qui a été ton moteur et c'est elle qui t'a fait tenir toutes ces années pendant que les autres abandonnaient. Quand tes doutes arrivaient à 3h du matin, quand tes proches te disaient que ça marcherait pas, toi tu as tenu parce que tu faisais confiance à toi-même et tu avais entièrement raison de le faire. Mais voilà ce qui se passe avec le temps, c'est que le niveau de complexité de ta boîte augmente. Les enjeux grandissent, les problèmes que tu dois résoudre aujourd'hui, en fait, tu n'en as jamais eu de similaire avant. Et tu as zéro expérience à ce niveau précis. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de les résoudre avec les mêmes outils qu'avant, seul, dans ta tête, dans ton coin. Et c'est comme ça que ton ego devient un plafond. Je connaissais un investisseur immobilier, c'était quelqu'un de sérieux, de rigoureux, qui avait construit un portefeuille de 6 appartements entièrement seul. Toutes les réparations, tous les états de lieux, toutes les relances de loyer, il faisait les quittances, etc. Et un jour, je lui demande, t'as pensé à prendre un gestionnaire? Il me regarde avec ce sourire que je connais bien et il dit « Ouais, je fais confiance à personne. Si c'est pas moi, je sais que ce sera pas bien. » 4 ans après cette conversation, il était passé de 6 à 8 appartements. C'est bien, 2 appartements en 4 ans. Mais le jour où il a lâché, où il a pris un gestionnaire, qu'il a structuré les process, délégué les relances, il est passé de 8 à 14 appartements en 18 mois. 18 mois pour faire ce qu'il n'avait pas réussi à faire en 4 ans. La différence, c'est qu'il avait arrêté de croire que son contrôle était une garantie de qualité. Il avait enfin compris que son ego, c'était même sa force qui l'avait protégé au départ, mais qui était devenue ce qui l'empêchait d'aller plus loin. En réalité, et en fait c'est même une vérité, ce que toi tu appelles exigence, en fait c'est parfois de l'ego déguisé en standard. Maintenant, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de dirigeants dans le monde entrepreneurial, c'est l'isolement. Et c'est un sujet qui coûte très très cher, car tu as des problèmes toi, tu ne peux pas partager avec ton équipe, car ça risquerait de te décrédibiliser. Tu vas avoir des doutes que tu ne peux pas forcément exposer à tes associés, et du coup ça va créer des tensions. Tu as également des questions auxquelles ta famille ne peut pas vraiment répondre parce qu'en fait, elle n'a jamais vécu ce que c'est que de porter une structure. Alors, toi, ce que tu fais, tu digères seul. Les décisions difficiles, les erreurs, les incertitudes, les nuits à refaire les chiffres dans ta tête, les moments où tu te demandes si tu as pris la bonne décision, la bonne direction. Et tout ça, tu le fais seul. Et qu'est-ce que ça produit concrètement? Tu prends des décisions plus lentes. Tu suranalyses, tu tournes en rond pendant des semaines et des semaines, voire des mois, sur des questions qu'une conversation de 2 heures avec la bonne personne aurait tout réglé. Tu refais les mêmes erreurs que d'autres ont déjà fait et dont ils auraient pu te prévenir si tu leur avais parlé. Ce que tu fais, c'est que tu payes le prix fort d'une expérience que tu n'as pas encore, alors que quelqu'un d'autre l'a déjà. Moi-même, j'ai mis trop de temps à comprendre ça, ce principe. Trop de temps à croire que chercher des conseils extérieurs, c'était en fait montrer une faiblesse, que les vrais dirigeants, eux, se débrouillent seuls, que demander de l'aide, c'était admettre qu'on n'était pas à la hauteur. Mais en fait, non, c'est tout justement le contraire. Et un jour, j'ai eu cette conversation, 2 heures avec un ami qui avait traversé exactement ce que je vivais 1 an avant moi. Le pire, c'est qu'on était tous les deux dans la même situation. Et on est resté bloqués, en fait, chacun dans nos problématiques. Et en 2 heures d'échange avec lui, sur mes craintes, mes problématiques du moment, sur des choses dont je n'aurais même pas pensé partager, au final, il m'a évité 6 mois d'erreur. 6 mois contre 2 heures de discussion. Et la vérité dedans, c'est quoi? C'est que les dirigeants qui avancent le plus vite, sans exception, je dis bien, ce sont ceux qui ont un cercle ou qui sont dans un cercle, un réseau, qui ont un mentor, des gens dans leur entourage qui ont 1 ou 2 crans d'avance sur eux. Ils ont cette personne-là qu'ils peuvent contacter quand ça ne va pas. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont moins capables, mais c'est parce qu'ils ont compris que l'intelligence collective bat l'intelligence individuelle. Et ça, à chaque fois. Je dis bien à chaque fois, sans exception. Maintenant, la troisième vérité, et celle-là, elle est habillée en bienveillance, c'est que tu as recruté des gens qui t'apprécient. Il y en a qui sont là depuis le début, tu as vécu des galères avec eux, tu as de l'affect, de la loyauté, vous avez même partagé des histoires ensemble. Mais à cause de tout ça, tu te bloques, tu n'oses plus recadrer vraiment. Tu n'oses plus exiger ce que tu exigerais d'un inconnu ou d'une nouvelle recrue. Tu laisses passer des choses, par exemple un retard à lundi matin. Ouais, c'était exceptionnel. Une qualité en dessous sur un
livrable. Oh, tu sais, il avait beaucoup de travail à ce moment-là. Une attitude limite en réunion. Oh, il était stressé ce jour-là. La médiocrité s'installe petit à petit, tout doucement, subtilement, sans que personne puisse pointer le moment exact où ça a déraillé. Si tu tolères maintenant le retard, eh bien le retard devient la norme de ta boîte. Si tu tolères maintenant la qualité moyenne, eh bien la qualité moyenne devient ce dont ton équipe pense être acceptable ici. Si tu tolères l'attitude limite, eh bien tout le monde a vu que ça n'avait pas de conséquences. Et le comportement va se répondre. Et toi, pour compenser ce que l'équipe ne fait pas au niveau attendu, eh bien tu fais toi-même. Tu reprends les dossiers, tu refais les tâches, tu travailles le soir pour corriger ce qui aurait dû être fait du premier coup. Et tu le fais pourquoi ? Parce qu'en fait maintenant, ce que tu as toléré est devenu ton standard. Et c'est là que tu perds 5, 8, 10 heures par semaine. Pas dans les grandes stratégies, non, mais dans les petites tolérances accumulées. Donc être bienveillant avec son équipe, oui, il faut absolument. Mais bienveillant, ça ne veut pas dire laxiste. Bienveillant, ça veut dire je t'aide à grandir et pour que tu grandisses, je dois être honnête avec toi sur ce qui marche et ce qui ne marche pas avec toi. Un ami qui te laisse dans l'erreur pour éviter le conflit, c'est pas un ami, c'est quelqu'un qui veut juste simplement se protéger. Du coup, tu vas me dire, mais ok Sri, maintenant tu m'as dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les solutions ? Eh bien, la première chose, et celle-là, tu peux la faire même dans les 48 heures, c'est que déjà, tu identifies la personne. Une seule, quelqu'un que tu admires en tant que dirigeant. Quelqu'un qui a 3 à 5 ans d'avance sur toi, dans ton secteur, qui est en lien dans ta vision. Quelqu'un qui a déjà résolu les problèmes que tu rencontres ou que tu commences à avoir. Et ce que tu fais, c'est que tu la contactes. Pas pour lui demander de l'aide de façon vague, pas pour un café non plus, mais pour une conversation précise. J'ai ce problème spécifique, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose de similaire ? Comment est-ce que tu l'as traversé ? Mais avant, pose-toi aussi la question de toi, qu'est-ce que tu pourrais lui apporter à cette personne gratuitement ? Tu sais, l'humain fonctionne de cette manière, tu apportes quelque chose, on te rendra l'appareil. Le pire qu'il peut t'arriver, c'est un refus, un silence, mais rien de plus. Donc le mieux, c'est 6 mois de galère évitée en 2 heures si tu arrives à avoir cette personne. Et si cette personne n'existe pas dans ton réseau immédiat, eh bien cherche un cercle, une communauté des dirigeants, des gens qui vivent exactement ce que tu es en train de vivre et avec qui tu peux être honnête sur tes chiffres, tes doutes et même tes erreurs. Ces cercles existent, cherchez-les et vraiment si tu n'en trouves pas, eh bien essaye de la construire toi-même. 3 dirigeants dans ta ville ou dans ton village, un dîner par mois avec juste une règle, on dit la vérité, c'est tout ce qu'il faut. Ça peut être le plombier du coin, le boucher du coin ou n'importe quel entrepreneur, tu sais, qui gère des salariés, eh bien vous allez avoir le même problématique. La deuxième chose que tu dois faire maintenant, et celle-là, elle demande d'être honnête envers toi-même, fais la liste des choses dans lesquelles toi, tu contrôles tout dans ta boîte. Pas parce que tu as besoin de tout contrôler, mais parce qu'en fait, tu fais pas confiance, que tu as peur que personne ne fait aussi bien que toi. Pour chaque domaine dans cette liste, pose-toi cette question. Est-ce que mon contrôle ici apporte vraiment plus de valeur que le temps qu'il me coûte ? Pas à chaque fois, pas toujours, pas dans tous les domaines, mais il y a des endroits où ton contrôle est essentiel. Par exemple, les décisions stratégiques, les relations clients clés, les recrutements importants, là où tu dois être là, vraiment, complètement. Mais par contre, tu sais qu'il y a des endroits où ton contrôle est juste une habitude, un réflexe, une façon de te rassurer. Ça, on le sait tous, j'y suis passé par là, et toi aussi, tu as également ce type de réflexe. Ces endroits-là, essaie de les identifier et essaye de lâcher. Progressivement, avec un cadre clair, il faut absolument que tu lâches le contrôle là où ça compte pas. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que tu pourras être pleinement présent là où ça compte vraiment. C'est ça de diriger. Le but, c'est pas de tout surveiller, mais choisir vraiment où tu mets ton regard. Maintenant, la troisième chose pour le management et pour les tolérances accumulées, t'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. T'as pas besoin de convoquer tout le monde et de faire un grand discours. Non, tu commences par une chose, la plus visible par exemple, la plus ancienne, et tu prends la personne concernée. Tu la prends en privé et tu parles d'adulte à adulte. Tu dis, écoute Sophie, j'ai laissé passer des choses que j'aurais dû te dire plus tôt. C'est de ma responsabilité, mais voilà ce que j'attends maintenant. Et voilà ce qui va changer si ça ne change pas. Tu n'es pas agressif, pas punitif, tu es juste clair. La clarté est le plus grand cadeau que tu peux faire à quelqu'un parce que les gens ne peuvent pas s'améliorer sur quelque chose qu'on ne leur a jamais dit explicitement. Beaucoup de dirigeants attendent que les gens devinent, mais ils sont déçus parce qu'en fait les gens ne devinent jamais. N'oublie pas que tes standards, si elles sont évidentes pour toi, elles ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Donc c'est à toi de les rendre explicites. Donc s'il le faut, répète-les, tiens-les. Et encore une chose, chaque fois que tu tiens un standard et que tu dis quelque chose, que tu agis en conséquence, eh bien ton équipe enregistre. Elle voit que les mots ont du poids et que ce que tu dis n'est pas juste du bruit. La cohérence est le seul vrai pouvoir du leader. Pas la force, pas la peur, mais la cohérence. Maintenant, quelles sont les 3 vérités aujourd'hui ? Eh bien ton ego, celui qui t'a protégé, qui t'a permis de construire, est peut-être devenu ce qui t'empêche de passer au cap suivant. Le deuxième, ton isolement, que tu appelles autonomie peut-être ou indépendance, eh bien te coûte des mois de décision approximatives que d'autres ont déjà résolu avant toi. Le 3 maintenant, c'est tes tolérances, que tu appelles bienveillance, compréhension ou fidélité,
qualité, eh bien, définissent en fait les standards réels de ta boîte. Donc, pas de discours, mais tes tolérances. Une citation que j'entends beaucoup et que j'aime beaucoup, s'entourer des gens qui ont un cran d'avance, c'est pas de la faiblesse. C'est la décision la plus intelligente qu'un dirigeant puisse prendre pour son entreprise. Cette semaine maintenant, une action. Identifie la personne que tu admires le plus comme dirigeant dans ton entourage, proche ou lointain, et envoie-lui un message aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Parce que les 6 mois que tu peux gagner dans une conversation de 2 heures, ils t'attendent. Mets ego en commentaire si cette vidéo t'a touché quelque part. Et dis-moi, est-ce que toi, tu as un mentor en ce moment ou est-ce que tu gères tout seul? Allez, on se dit à très vite. Ciao.